Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, ici Gweldrium, nous sommes le 13 novembre 2021, il est 16h53, bienvenue à tous, bienvenue sur ce premier live Science sur la chaîne. Je suis extrêmement content de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui, un live où nous allons faire une interview. Et j'ai mis à jour quelques petites broutilles, on va dire, dans le stream, comme vous allez pouvoir le voir à l'instant. Bonjour à tous, c'est moi, Gweldrium ici. Je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour faire une petite discussion avec un chercheur qui est doctorant, donc un apprenti chercheur, comme on peut dire, quelqu'un qui est encore aux études et qui est en train de passer un doctorat. Donc pour la petite info, moi aussi j'ai terminé mon doctorat en mars et maintenant je suis à l'université en tant que chercheur un peu plus... comme on appelle un chercheur postdoctoral. Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse discuter un peu de toute cette histoire. Qu'est-ce que l'université finalement? En quoi est-ce qu'un doctorat nous apporte dans notre cheminement? Sur quoi on travaille, etc., etc. Donc tout au long des différents lives que nous allons faire sur cette chaîne, nous allons parler de science, nous allons essayer de vulgariser quelques-uns des sujets sur lesquels nous travaillons, et nous allons répondre à toutes vos questions. Donc si vous êtes là, si vous êtes présent dans le chat, n'hésitez pas à dire bonjour, n'hésitez pas à poser des questions, nous allons y répondre tout au long de la soirée. Donc, sans plus tarder, je vais inviter à la tribune
notre euh, interlocuteur Antoine Billier, qui va pouvoir se présenter et nous allons discuter avec lui d'ici quelques minutes. Bonjour Antoine, tu nous entends? Oui, je vous entends. Salut, comment vas-tu? Salut. Bah, ça va bien et toi? Bah ça va super bien, je te mentirai pas en disant que je suis un petit peu stressé de tout ce qui se passe là actuellement pour voir si tout fonctionne actuellement. Mais ça a l'air de bien fonctionner, donc on va partir de l'avant. Oups, et voilà, donc je vous présente Antoine. Antoine Blier. Donc merci d'avoir accepté d'être le premier interlocuteur sur cette chaîne. Nous allons essayer de proposer un peu du contenu, comme je disais en introduction, petit à petit, de qualité, dirons-nous, avec comme but de vulgariser la science et de parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans le labo. Donc, avant d'aller plus loin, je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter un petit peu très rapidement. Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour à tous et merci pour l'invitation déjà. C'est super cool de voir la première expérience avec toi. Euh, moi je suis Antoine Billard, comme tu l'as dit, doctorant en sciences de l'environnement basé à Rimouski, donc à l'Université du Québec à Rimouski. Et Au Canada. À au noter, c'est au Canada, Canada. c'est vrai, effectivement. Au Canada. Donc pas mal bien au nord, mais bon, ça reste encore tempéré. Il fait un petit peu froid quand même, hein, on va pas se le mentir. Oui, là, on a eu de la petite neige hier. Oui. C'est ça. Je suis doctorant en sciences de l'environnement. C'est peut-être un peu vaste. En fait, je travaille sur. J'ai plus une formation de géologie et je travaille sur la connexion qu'il y a entre les eaux souterraines et les rivières. Voilà. Des eaux souterraines, d'accord. Donc, est-ce que tu t'intéresses d'un point de vue chimique, d'un point de vue physique? Qu'est-ce qui t'intéresse dans les eaux souterraines? Alors, c'est plus d'un point de vue les flux, les échanges qu'il y a avec, entre les eaux souterraines et les rivières. Donc finalement, ce que je regarde, c'est euh, on a de l'eau qui arrive donc avec les précipitations qui va s'infiltrer dans les sols et cette eau, elle va s'écouler lentement au sein des sols pour arriver au fond des vallées. Et là, au fond des vallées, c'est là aussi où coulent les rivières. Donc ce qui m'intéresse là-dedans, c'est voir justement comment les deux interagissent ensemble. Donc à la fois d'un point de vue chimique, ce qu'on appelle la géochimie, où on va essayer de caractériser les eaux, mais pas dans un but juste de les caractériser, mais essayer de déterminer les mouvements qu'il y a entre les eaux. À la quantité d'eau souterraine qui va se déverser dans la rivière et la quantité d'eau de la rivière qui va se réinfiltrer dans les sols à ce moment-là. Donc c'est vraiment voilà, les échanges. Utiliser la chimie des eaux pour voir comment est-ce que tout le système fonctionne. Quand tu as dit caractériser les rivières, tu m'as envoyé quelques photos de rivières, justement, avec tout un tas d'appareils que je vais partager maintenant. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce qu'on voit sur cette photo, justement? Oups, non, pas comme ça, comme ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que représente cette photo en quoi est-ce que c'est ton travail? Qu'est-ce que tu fais en fait avec tout ça? Ça, par exemple, c'est dans un projet que j'avais avec mon doctorat, mais qui est un peu en annexe. C'est une partie que j'ai fait au Brésil. Euh, et ce que je fais là sur cette photo, c'est vraiment, euh, je regarde la quantité de radon qu'il y a dans la rivière. Alors, qu'est-ce que c'est le radon? C'est un gaz euh, radioactif qu'on ne trouve que dans les eaux souterraines. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise ça? Alors, c'est en fait, quand on cherche à voir finalement la quantité d'eau souterraine qu'il y a dans la rivière, finalement, on a comme une bouteille d'eau avec de l'eau à l'intérieur. Et pour savoir quelle est la quantité, le volume d'eau qui correspond à ce qui vient des eaux souterraines et ce qui vient de la rivière, il faut avoir comme une empreinte de l'eau souterraine, quelque chose qui te dise, OK, ça c'est vraiment de l'eau souterraine. Comme une sorte de Donc, traceur, un c'est marqueur ça. finalement d'où ça vient. Oui, c'est ce qu'on appelle comme un traceur géochimique. Donc, il y a plein de solutions. Il y en a beaucoup qui rajoutent juste
un composé dans les eaux souterraines et qui regarde un peu comment ça arrive dans la rivière. Par exemple, on pourrait ajouter un colorant, mais c'est pas l'optique que j'ai choisie. Ce que je fais, c'est que j'utilise quelque chose qui est naturellement présent dans l'eau souterraine, donc le radon, et je vais essayer de mesurer le radon qu'il y a dans la rivière. La rivière qui est finalement notre grosse bouteille d'eau. Et en fonction de la quantité de radon qu'il y a dans ce que j'analyse dans la rivière, et en fonction de la quantité de radon qu'il y a initialement dans les eaux souterraines, que je mesure aussi, euh, là, on peut déterminer le mélange et donc la quantité d'eau souterraine qui est arrivée à la rivière. Et ici, ce D'accord. qu'on voit, les deux appareils dans la petite mallette, c'est justement mes appareils qui permettent de mesurer le radon en continu. Donc on a de l'eau qui finalement arrive jusqu'à un échangeur. Le radon, on ne peut pas entrer dans les détails, mais il passe dans le gaz, en phase gazeuse, dans le gaz, dans la machine, et on peut essayer de déterminer la quantité de radon bah, D'accord. qu'il y a dans Et notre échantillon. quand tu parles de radon, salut Romulus, bienvenue dans le chat. Quand tu parles de radon, donc c'est-à-dire que tu parlais que c'était radioactif, mais ça veut dire que nous buvons, sommes dans un milieu radioactif, mais est-ce que c'est dangereux? C'est une question très bête, mais tu viens de dire radioactif. Est-ce que Non, c'est vrai. C'est vrai que il y a beaucoup de choses autour de nous qui sont radioactifs. Et là, par exemple, pour le radon, c'est quelque chose qui se désintègre vraiment très rapidement. Donc, c'est par exemple au bout de la demi-vie du radon, c'est 3,8 jours, ce qui veut dire que après 3,8 jours, il y a déjà la moitié du radon qui est parti, donc qui s'est désintégré. Alors, il y a, ça peut être dangereux le radon. Ok, Faut que je désactive que le tu désactives le papier. radon. Non, j'ai peu de conversations qui pop. Ah, Ça va, ça va aller mieux. Pardon. Donc, oui, le radon, c'est la radioactivité, donc ça peut être dangereux avec un contact prolongé. Il y a d'ailleurs pas mal de problématiques euh, en Bretagne notamment, où on a beaucoup de radon qui est émis par finalement les granites, soit des maisons, soit dans les eaux souterraines. Donc il y a une concentration en radon dans l'air, on appelle ça une activité ok, en radon dans l'air, qui est importante. Et donc là, c'est un contact prolongé avec du radon qu'on va inhaler. Et là, ça peut être problématique. Pour l'eau, je crois que la recommandation de l'OMS, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait 100 becquerels par litre, que ce soit la concentration supérieure à 100 becquerels par litre dans les eaux. Or, ce que je mesure là, on est plus aux alentours du 1 becquerel par litre, voire du 10 becquerels par litre. Donc on est d'accord. très en deçà finalement, du Donc, seuil toxique. d'avoir justement le radon dans tes analyses, ça permet d'avoir un traceur qui est identifiable finalement pour pouvoir savoir d'où vient la masse d'eau que tu analyses. Et c'est aussi quelque chose qui est naturel, donc tu n'as pas à rajouter quoi que ce soit qui pourrait être embêtant pour les écosystèmes. Je pense par exemple, on pourrait dire que innocemment, en mettant un colorant, ça pourrait impacter certaines espèces, ça pourrait impacter aussi la qualité globale de l'eau. Mais toi, tu utilises justement les propriétés naturelles de l'eau pour pouvoir les étudier. C'est ça. Et Ok. l'intérêt du radon, justement, avec sa radioactivité, c'est que on ne le retrouve pas dans les réseaux de surface, dans les rivières. Déjà parce que c'est un Ah, gaz donc, qui passe vers l'atmosphère. Et en plus, vu qu'il se désintègre, ben, en fait, très rapidement, il n'y a plus de radon dans l'eau de la rivière. d'accord. Et c'est comme quand on pompe, quand on va prendre au robinet de l'eau qui est directement issue d'un puits, il suffit de la laisser un peu et il y a très vite plus de radon dedans. C'est pour ça que la dangerosité du Ah, radon n'est pas. ah bah très bien. Et au cours de tes travaux, c'est quoi les principales conclusions? Parce que je sais que tu es en train de terminer ton doctorat actuellement. Donc si tu devais nous donner en quelques mots les résultats principaux qui peuvent être utiles à savoir sur justement ton travail. Alors, donc, comme je dis, j'utilise le radon plus comme un outil, mais donc, la principale conclusion, c'est qu'en fait, euh, au niveau des rivières, pour l'instant, on considère que
la zone de mélange entre les eaux souterraines et les rivières est assez étroite. Là, pour donner au Québec, la législation est de... On n'a pas le droit de construire ou d'avoir une activité avec plus de 10 mètres d'une rivière, ou pour les activités agricoles, c'est 3 mètres. Donc on est vraiment des bandes très étroites autour des rivières. Et ce que je trouve avec mon étude, c'est justement que cette zone, elle est beaucoup plus large que 3 ou 10 mètres. Et à certains endroits, elle va même jusqu'à 200 mètres de la rivière. Et ça, euh, la taille de cette zone, finalement, elle varie en fonction des saisons. Elle n'est pas constante dans l'année. Et en quoi c'est important, ça dépasse un peu le cadre de mon projet, mais c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est que cette zone, cette du coup, bande autour de la rivière où on a le mélange, c'est aussi une zone où toutes les activités qui vont arriver dans cette zone, si on a des infiltrations produits chimiques, fertilisants ou autres, hein, pour rester large, bah, il y a des risques beaucoup plus importants que finalement ça se retrouve très vite dans la rivière. Donc il y a un peu une optique pollution, management de bassin versant dans l'histoire. D'accord. Waouh. Ça. Ton Donc ça, projet. c'est Ouais. le projet. Enfin, c'est une partie du projet. Ton projet, Et justement. Tu parles d'un projet de doctorat. Mais explique-nous un petit peu qu'est-ce que ça a été le doctorat pour toi. Parce que c'est un diplôme universitaire qu'on appelle de troisième cycle, donc c'est-à-dire après la licence et après la maîtrise, donc en France, et sinon aussi ici au Québec, c'est après le baccalauréat et après la maîtrise. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le doc et pourquoi est-ce que tu as choisi de faire un doc? alors, le doctorat, c'est, comme tu le disais un peu dans l'introduction, c'est vraiment, c'est de la recherche. C'est comme un chercheur, mais c'est une recherche où tu es aidé euh, sur un sujet. Tu as vraiment une équipe qui t'encadre, euh, la direction, moi, j'ai une directrice de thèse avec des co-directeurs. Donc, c'est ça, comme un métier de chercheur, mais avec une sorte de supervision, finalement, pour t'aider à devenir un vrai chercheur. Et pourquoi, pourquoi faire quelque chose comme ça? Bah, c'est finalement pourquoi faire de la recherche? Parce que tu es comme une sorte de chercheur junior, Tout à fait. apprenti chercheur, comme on voudra. Et faire de la recherche, c'est un peu essayer, bah, pour moi en tout cas, de comprendre l'environnement, à donner, regarder ce qui m'entoure finalement et trouver une dimension, une sorte de beauté dans la compréhension de ce qui se passe. Je sais pas trop quand je suis clair, mais par exemple, regarder ce qu'on faisait beaucoup dans la formation en géologie, c'est regarder un paysage, et bah, le paysage est beau en soi, mais aussi regarder toutes les formations, regarder des zones où il y a certains types d'arbres, des formes dans les roches, et se demander bah, pourquoi c'est là. Pourquoi, et essayer de reconstituer un peu l'histoire euh, de comment on en est arrivé là. Comprendre les mécanismes qui font qu'on observe ce qu'on peut observer aujourd'hui. Et justement, le doctorat, Et en tant que, comme tu disais, chercheur junior, ça te permet d'avoir un environnement de travail sur lequel tu peux compter pour pouvoir atteindre ces conclusions-là. c'est ça. Parce que euh, avec un doctorat, quand on choisit de faire un doctorat, généralement on choisit un laboratoire ou on choisit un sujet qui nous intéresse. Et à cela, on te donne vraiment les moyens de toi, pas démarrer, mais bah si, de démarrer un peu ta carrière de chercheur, mais aussi d'avoir les moyens logistiques de répondre aux questions que tu te poses sur une question donnée. Si on reste sur l'optique du paysage, bah, finalement, pourquoi est-ce que j'ai cette grosse forme en C dans ma roche? Donne les moyens bah, d'aller sur place, de prélever des échantillons, faire des analyses que, à ton échelle, juste en loisir, tu ne pourrais pas. Donc c'est comme, et même s'il y a ouais, il y a des avantages à la recherche, mais c'est quand même un peu un privilège. C'est ton métier devient de répondre aux questions que tu te poses et on te donne les moyens de répondre à ces questions.
Puis comme tu disais aussi, comme on est étudiant, on a encore le droit à l'erreur, dans le sens où on n'est pas salarié d'une grande entreprise qui sommes évalués toutes les semaines, tous les mois sur justement nos performances. Nous, on est un peu plus, comment dire, un peu plus leste par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a quand même une équipe pour nous driver si on en a besoin. Vraiment. Et finalement, c'est ce qu'on apprend aussi, c'est que la recherche, c'est un travail d'équipe. Et là, tu as une équipe qui est formée, qui a une formation, un background énorme et qui a pour mission de te former aussi. Donc, tu as ce côté recherche qui peut paraître euh, un peu une grosse pression. Quand j'ai commencé mon doc, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, à la fin de ton doc, tu dois être l'expert mondial de ton domaine, de ton sujet de recherche. C'est vrai, mais c'est pas comme si tu partais de rien et que tu vas y arriver tout seul. Tu as des gens qui t'aident et progressivement, effectivement, tu en apprends plus sur le sujet, tu en apprends plus sur ta question. Et, et toutes ces personnes autour de toi, ben, si tu as de la chance, elles t'aident vraiment à atteindre ces objectifs et ça devient, tu fais de la recherche un peu plus naturellement. Faut pas voir ça comme quelque chose où bah, c'est la grosse marche, tu dois monter tout d'un coup, tu as tout sur tes épaules. Non, c'est vraiment, sans te prendre par la main, on t'aide à atteindre tes objectifs. Hmm. Et c'est quoi pour toi le quotidien au doctorat? Qu'est-ce que ça a été d'abord, combien de temps tu as fait de doctorat? Même si tu es à la fin, on peut considérer que tu as terminé ton doctorat, on va dire ça comme ça pour le bien de la conversation, on va dire ça comme ça, hein. Mais en combien de temps et c'est quoi le quotidien pour toi d'un doctorant? Alors le temps déjà, je dirais que ça varie beaucoup d'un sujet à l'autre et d'une personne à l'autre. Moi, j'ai fait un doctorat qui est un peu long par rapport à la moyenne, dans le sens où j'ai commencé en 2016 et je termine en 2021, donc 5 ans de doctorat, un peu plus de 5 ans. Heu, il y en a beaucoup qui se terminent, la moyenne, je crois que c'est 4 ans et en France, on est beaucoup plus limité, c'est 3 ans. Et point de vue quotidien, justement, vu que c'est quelque chose qui est très long, 5 ans, 5 ans d'études sur le même sujet, ça varie beaucoup. En ce moment, comme tu dis, je suis en fin de thèse, donc c'est pas mal de la rédaction, c'est lecture d'articles, vraiment peaufiner les figures et écrire. Écrire, qu'est-ce que finalement donner le rendu. Qu'est-ce que ces 50 m'ont permis de trouver et de l'expliquer dans un langage qui est compréhensible par la communauté scientifique, au travers de la thèse. Mais au début, le quotidien du doctorant, c'est beaucoup, justement de la lecture. Parce qu'on ne part pas de rien, encore une fois, heu, on observe des choses, mais pour pouvoir faire parler un peu toutes ces observations, pour faire parler les chiffres qu'on voit, il faut, s'appuyer sur les connaissances de base qu'on ont déjà que d'autres chercheurs avant nous ont déjà sur lesquels ils se sont déjà penchés. Donc c'est de la lecture d'articles, beaucoup de lecture d'articles au début et ensuite tu prépares ton projet, tu prépares ton terrain, tu essaies de déterminer, OK, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on cherche à trouver? Comment est-ce que je peux moi essayer de qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à des conclusions? Et c'est pas mal, ça, c'est vraiment se débrouiller, regarder ce qui a été fait avant, regarder ce que tu veux obtenir et progressivement, justement, écrire et faire parler tes données. Donc Et arriver à la le fin. quotidien arriver à la fin, c'est ça. Le quotidien, c'est assez compliqué à définir dans le sens où il bouge beaucoup au fur et à mesure du doctorat. Donc Ce qui c'est-à-dire par exemple est que quand tu parlais justement d'aller sur le terrain, ça c'est à une époque particulière où il faut que tu viennes récolter des données, donc justement sur tes milieux où tu t'intéresses, où tu te poses des questions. Mais une fois que tu les as, ces données, non, une fois que tu as les données, alors tu as toujours la lecture scientifique parce que ça finalement, c'est le point commun à tout ce que tu
à tout ton document, toute activité de la recherche. Tu n'arrêtes pas de lire ce qui se fait actuellement et ce qui s'est fait dans le passé. Mais surtout, tu vas prendre tes données et essayer de les faire parler. Donc, c'est en fonction justement de ta connaissance, des connaissances que tu as apprises. Tu vas faire des graphes, entrer tes données dans des modèles, construire des modèles de calcul. Et ça, c'est la partie que j'appellerais un peu pas la plus créative, parce que faut être créatif pour préparer son terrain, hein, on peut y revenir. Mais c'est vraiment une partie créative où tu joues avec ton jeu de données. Tu essayes de l'épuiser, de regarder un peu, bah tiens, avec tes concentrations en radon, je pourrais essayer de regarder comment ça marche vis-à-vis de la température ou de la distance à la rivière. Vraiment, tu prends tout ce que tu as observé et tu joues avec. Tu joues avec, bah, pas juste pour jouer avec, mais justement heu, pour essayer de les faire parler, essayer de déterminer, bah, finalement, qu'est-ce que ce que j'ai observé, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, heu, à la fin, si tu as de la chance, tu trouves, de belles cartes, de Et beaux c'est ce que j'allais graphes, dire. C'est que pareil. des belles expériences, des beaux résultats, on adore ça. C'est sûr que c'est bien, mais justement, qu'est-ce que tu en fais concrètement de ces beaux résultats? Qu'est-ce que ça te permet d'avoir dans ton processus de chercheur? Bah, concrètement, ce que ça me permet de faire, c'est justement, heu, de mieux comprendre, bah, de comprendre le système que j'étudie. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement dans une carrière de chercheur? C'est avoir ces résultats et les expliquer, les transmettre finalement, bah, au reste de la communauté scientifique. Donc, heu, c'est c'est prendre ce c'est prendre toutes ces observations, en f en faire quelque chose qui visuellement est compréhensible par les autres et l'expliquer. Expliquer, bah, OK, ces résultats, moi, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Ça et ça me permet de conclure, hop, une grosse histoire, quelque chose d'autre et du coup, bah, faire des figures, illustrer ce résultat et surtout écrire un peu cette histoire que tu as trouvée sous forme d'article scientifique. C'est ça, les fameuses publications. C'est ça. Mais on va y revenir un peu aux publications. Juste avant, il y a Romulus dans le chat qui nous pose une question. Ouais. Comment est-ce qu'on détermine la taille d'un échantillon? Est-ce que c'est complètement arbitraire ou est-ce qu'il y a des décisions qu'on fait en amont qui nous permettent de définir la taille d'un échantillon? Alors ça, c'est vraiment, en amont, on le définit parce que, heu, quand on va sur le terrain, on sait à peu près ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut mesurer. Par exemple, si je veux mesurer le radon, je sais que pour avoir une bonne précision, pour pouvoir vraiment utiliser, l'observation que je vais faire, il faut que j'ai un certain volume d'eau. Donc, pour le cas du radon, par exemple, je prends 2 litres d'eau par échantillon. Mais, pour d'autres, échantillons, ça sera juste quelques millilitres. C'est vraiment en fonction de de ce qu'on veut analyser et la connaissance que tu as de comment tu vas l'analyser. Donc c'est pour ça que quand on va sur le terrain, c'est pas: «Je vais sur le terrain, je prends de l'eau». C'est non, d'abord, je fais une liste de tout ce que je veux, analyser, de tout ce que je veux tous les types d'échantillons que je veux avoir. À ce moment-là, je regarde, OK, et si je veux avoir, le carbone inorganique dissous, je sais que je vais utiliser telle machine pour l'analyser et avec cette telle machine, j'ai besoin d'un tel volume d'échantillon. C'est ça, donc évidemment, avant d'aller en amont, comme tu disais tout à l'heure, tu as une énorme phase de planification sur le terrain, notamment avec ce qu'on aime faire, justement, les fameux protocoles, qui sont en fait des recettes de cuisine standardisées, qu'on essaye de garder tout au long de la démarche scientifique pour pouvoir avoir des résultats qui peuvent être comparables avec ceux d'autres chercheurs qui auraient utilisé la même recette, le même protocole. Oui. Clairement, parce que, quand je parlais d'articles scientifiques, justement de retransmettre, finalement à la communauté scientifique,
ça implique que les résultats ils soient reproductibles. Donc, on va vraiment décrire même là combien d'échantillons, le volume d'échantillons qu'on a pris, comment on les a analysés, comment on les a prélevés, et s'il y a eu un traitement entre la prise de l'échantillon et l'analyse. Donc, il faut que tout ça, ça suive vraiment, j'allais dire des normes, mais bah, si, c'est une sorte de norme Oui, quand même. pour que, justement, pour que les observations puissent vraiment avoir du sens. Bah, après, moi, c'est beaucoup, j'analyse de l'eau et surtout et des gaz dans l'eau, donc il y a des précautions à prendre justement pour éviter les fuites d'air, etc. Mais dans d'autres projets où justement ils analysent aussi du vivant, chaque, euh, chaque terrain, chaque échantillon que tu vas prendre pour quelque chose, finalement, va être différent. Mais il faut que tout le monde puisse refaire exactement la même chose que tu as fait. Tout le monde Mais puisse oui. rééchantillonner ce que tu as fait pour que ça soit valide. Mais oui, et quand tu parles justement sur le, euh, le fait d'avoir d'autres types d'échantillons, comme des échantillons biologiques, bah, par exemple, moi je peux aussi parler du fait que comme moi je m'intéresse à l'écologie, donc les liens entre les espèces et leur habitat, bah, quand on prend des échantillons d'espèces, il faut qu'on les identifie. Et ça, très clairement, identifier une espèce en partant d'un individu, et c'est pas marqué dessus, tiens, c'est telle espèce. Donc il faut qu'on passe par tout un tas d'étapes justement pour déterminer qu'est-ce qu'on a devant nous en fait. Donc ça, avec l'expérience, ça vient petit à petit, mais tu es obligé de passer justement, bah, d'une part, par des recettes pour pouvoir extraire ces organismes en bon état, pouvoir les préserver, les conserver, et ensuite passer dans tout un tas de clés d'identification, d'ouvrages de référence pour justement déterminer, tiens, c'est quelle espèce. Et Ah, c'est la partie qui prend beaucoup de temps dans un doctorat, le fait d'obtenir des données. Mais je voulais aussi partir sur un autre sujet. Est-ce que tu as déjà eu, justement, tu parlais des publications, est-ce que toi, personnellement, tu as déjà eu des expériences de publication et comment est-ce que tu les as vécues? oui, alors j'ai déjà publié un article en première auteur, parce que publication scientifique, pour la faire très courte, finalement, c'est plusieurs chercheurs qui vont en général se mettre sur un sujet de recherche pour l'écrire. Et tu as le premier auteur qui est celui qui fera normalement la plus gros de la rédaction. Donc en tant que premier auteur, j'ai un article scientifique qui correspond au premier chapitre finalement de ma thèse, qui est sorti l'année dernière. Et comment je l'ai vécu? Bah, je pense que tu pourras nous le dire Je pourrais aussi, hein, mais rebondir pour le dessus, oui. premier article, c'est c'est assez difficile. C'est justement là où ton équipe d'encadrement, elle t'aide beaucoup parce que toi, tu as pas l'habitude. C'est ce que je disais, c'est il faut que ton article soit écrit dans un langage qui est euh, commun à beaucoup de scientifiques. Donc, déjà pour la langue, ça reste c'est en anglais, pour beaucoup d'articles scientifiques en tout cas. Mm. Mais surtout, c'est la manière justement d'amener les phrases, de tourner les phrases, qui doit être un peu standardisée, avec des phrases très courtes, des phrases qui vont droit au but, de manière à faire quelque chose qui ressemble à ben, qui puisse être lu rapidement par les autres scientifiques. Et Oui, c'est ça. cette phase d'essayer de faire quelque chose, de faire un article scientifique, en tout cas pour moi, c'était pas quelque chose de très naturel. Mm. En français, j'ai tendance à faire des phrases hyper longues, un peu complexes, etc. Mettre des liens logiques entre les phrases, non. Là, pour un article scientifique, c'est des phrases courtes, droites au but, Direct, au directes, but, c'est ça. ouais, et qui a un plan précis. Donc, le plan classique pour un article, c'est tu introduis ton sujet avec beaucoup de références, justement, qu'est-ce qui a été fait avant toi, l'état actuel des choses. Ensuite, tu décris la méthodologie, ensuite d'études, justement, comment est-ce que tu as pris tes échantillons, pourquoi est-ce que tu as pris tes échantillons comme ça, quels échantillons tu as pris, un peu les étapes de mesure, est-ce que tu as congé tes échantillons, tu décris tes calculs, tes stats. Et là, tu vas partir sur
quelque chose qui est généralement on présente tous les résultats de manière brute. Et donc là, à cet endroit dans ma rivière, j'ai observé ça. Euh, la concentration en radon était, je dis n'importe quoi, 8 becquerels par mètre cube, par litre. Et ensuite, tu vas discuter tous ces résultats. Donc discuter, donc tu vas confronter tes observations avec justement la littérature, l'état des connaissances, pour mettre en place la grosse histoire finalement dont je parlais au début. Qu'est-ce que, qu'est-ce que racontent tes échantillons? Qu'est-ce que racontent tes observations? Mais Et c'est l'écriture de l'article, c'est exactement, c'est ça. Ce que tu dis, c'est très standardisé, effectivement. ça. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que peu importe la discipline, enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais disons par exemple en sciences naturelles, souvent on va avoir ce genre de structure qui est relativement identique, ce qui fait que même si on n'est pas habitué à la discipline qui est faite par l'article, bah, on a quand même la possibilité de se retrouver dans une structure qu'on connaît et d'essayer de chercher où c'est qu'il faut trouver l'information. Oui, vraiment. Et ce qui permet justement de faciliter la recherche après, parce que bah, tu vois un article et la méthode t'intéresse pas forcément, mais toi tu veux voir justement bah, qu'est-ce qu'il a vu au niveau d'un site d'études par exemple que tu as en commun, bah, tu vas directement aller dans la section résultats. Ou tu veux justement la grande histoire, le site t'intéresse pas forcément, allez, tu vas voir dans la discussion. Et comme ça, c'est cette manière de rédiger qui peut paraître un peu carrée, enfin qui moi au début me semblait un peu carré, un peu rigide, Rigide, ouais. euh, c'est finalement ce qui te permet de, de travailler. Parce que tu n'as pas besoin de lire l'article de bout en bout pour vraiment avoir l'information que tu cherches. C'est en fonction de l'information que tu cherches, tu sais que bah, tu peux lire l'article, il y a des articles qu'il faut lire en entier, hein, mais tu peux juste aussi dire, ah ben moi c'était juste la méthode, comment est-ce que lui il a fait pour analyser le carbone inorganique par exemple, voilà, je vais dans la discussion. C'est ce qui te permet de travailler. Hmm. Et c'est ce qui, en rédaction, est dur, selon moi, et ce qui a été dur pour le premier article, c'est arriver eh ben, à, à construire sa propre histoire en restant fidèle à ce cadre. Je sais pas si on t'avait dit ça aussi. Bah après, c'était en anglais, évidemment. Donc, même pour nous, en tant que francophones, c'est un effort supplémentaire. Mais je me souviens que quand j'avais commencé à écrire justement des articles et ma thèse, un de mes collaborateurs m'avait dit, écoute, c'est bien ce que tu écris, mais sauf qu'on n'y comprend rien. Et il m'a dit, il faut que tu défrancisses ton français pour le rendre un peu moins, c'est poétique, littéraire, tout ce qu'on voulait, en disant, je suis en train d'écrire un roman, ça va être le livre de ma vie. Non, 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 ça, c'est pas ce qu'on veut. C'est ça. Mais C'est pas de la belle littérature. c'est ça, bah, c'est de la littérature, mais pas, pas comme un roman. C'est un autre genre. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Je pense on va faire une autre émission un peu plus tard où on va parler justement du processus de littérature scientifique, de tout ce qui est comment est-ce qu'on publie justement des résultats, des données, parce que je pense qu'on peut tenir des heures rien que sur ce sujet-là, sur les pour et les contre du système. Donc je pense qu'à mon avis, on pourrait en faire une future émission, dirons-nous. Mais c'est vraiment cool. Juste avant, parce que là je vois le temps qui défile, j'avais... Donc toi, évidemment, tu es français. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire un Canada au doctorat, un doctorat au Canada? Euh, ça, déjà le système est un peu différent entre France et Canada, dans le sens où souvent, hein, on va parler euh, le plus souvent, en France, on candidate à un sujet et du coup, on est fixé sur le sujet, on fait le travail qui correspond au sujet. Au Canada, j'avais un parcours un peu, d'un peu différent, où là, vraiment, forcément, je candidatais plutôt au niveau d'un laboratoire, au niveau de ma directrice de recherche, pour finalement travailler avec elle, avec une idée globale du sujet. Mais le sujet en tant que tel du doctorat, c'est vraiment moi qui l'ai construit au cours du doctorat, justement, en fonction de la littérature. Donc,
je pense que, selon moi, c'est un peu pour ça que aussi ça prend plus de temps hein, au Canada qu'en France, c'est parce qu'il y a toute une partie où vraiment tu vas essayer de déterminer ta question. Qu'est-ce que tu cherches Hmm. exactement? Et le fait aussi de partir à l'étranger, ça apporte selon moi une ouverture qui est assez énorme, parce que bah, au-delà d'aller dans une autre culture, aller rencontrer des gens différents, ça aussi, et d'un coup, tu t'es livré un peu à toi-même. C'est tu arrives dans un endroit totalement nouveau. euh, Entre la France et le Canada, il y a un océan qui te sépare de ta famille, de tes amis, et tu recommences quelque chose. Et je trouve que ce principe est assez intéressant, très formateur, surtout du point de vue pour acquérir de l'autonomie, euh, qui est quand même très important en recherche. Et après, il y a aussi le côté fun où ouais, j'avais envie de venir au Canada et Ben d'avoir une oui, expérience canadienne de subir les moins en dehors de la 35. recherche. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est moins 35, Oui, ils arrivent, ils arrivent. j'arrive. Ouais. Voilà. Et On essaie, mais pas trop trop longtemps quand même. comment est-ce que où c'est que tu te projettes dans les futures années? Qu'est-ce que, quand tu auras fini ton doctorat, donc c'est-à-dire quand tu auras écrit ta thèse et que tu auras défendu ton projet lors de la soutenance, pas de stress, hein, tout va bien, t'inquiète pas. Donc, une fois que tu auras passé cette étape, on va dire un peu rituel dans le parcours du chercheur, où c'est que tu te poses justement? Qu'est-ce que tu penses que le doctorat t'aura apporté dans ta création de carrière? Bien que, je mette entre parenthèses, que tu as le droit de me dire que t'en sais rien, et c'est bien normal. Ouais, justement, j'allais te répondre que c'était une question très très compliquée, surtout en fin de doc, où la réponse peut changer du tout au tout euh, entre le repas de midi et le repas du soir. Oh oui. Mais, mais là où pour l'instant je me vois, ça serait de continuer du coup dans les sciences, peut-être en recherche, faire un postdoc ou quelque chose du genre. Mais il y a surtout quelque chose et tu le sais, parce qu'on a fait de l'associatif ensemble, Mhm. qui moi me passionne assez, c'est la vulgarisation scientifique, que je trouve qui est importante, euh, au- j'ai même aussi importante que la recherche en tant que telle. En ce moment, ben, on écrit des articles scientifiques dans un langage codé, avec des mots qui sont compréhensibles par quelqu'un de ma spécialité ou scientifique proche. Mais ça reste quelque chose où le public ne peut pas trop le comprendre, finalement, parce que c'est tellement codé que ça décourage beaucoup de monde. Et je trouve que c'est un aspect dommage, parce que la science, justement, moi, il y a quelque chose de beau à découvrir un peu, à comprendre comment fonctionnent les choses, et, et justement développer du coup des techniques de communication scientifique, de vulgarisation scientifique, pour pouvoir à la fois continuer de répondre aux projets en faisant des articles codés, mais aussi en faisant des articles qui sont compréhensibles par un public beaucoup plus large. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque en ce moment dans les sciences et qui me paraît fondamental. On peut pas, que je disais à un moment, c'est que la science, faire de la recherche, c'est quand même un privilège. Tu es payé pour essayer de répondre à des questions que tu te poses. Mais c'est un privilège, ça implique que tu dois donner quelque chose en retour. Et pour moi, ce retour, c'est vraiment important qu'il soit partagé avec un public large, finalement. Donc, on ne fasse pas juste de la recherche dans un coin, mais que la recherche, elle serve à quelque chose et que tout le monde puisse en bénéficier. S'il y a Mm. quelqu'un qui est intéressé par les échanges d'eau entre les eaux souterraines et les rivières, qui puisse avoir un accès à l'information sans avoir à lire justement cet article que j'ai écrit, mais qui est lourd finalement à comprendre. Mm. Donc là où je me vois, c'est en sciences, mais peut-être en sciences aussi de vulgarisation, essayer justement de transmettre plus.
la science, c'est un peu plus large. Mais c'est important en plus ce que tu dis parce que la recherche, en tout cas ce qu'on est en train de faire nous à l'université, c'est basé sur des fonds publics. Donc en un sens, ça permet aussi de faire revenir le travail qu'on a fait, d'avoir une plus-value aussi pour le citoyen et pour la personne qui est intéressée sur l'environnement ou sur les questions qu'on se pose finalement. Oui, clairement. Mm. Surtout que au final, enfin, je parle pour Rimouski, euh, il y a beaucoup de recherches qui se fait à Rimouski, mais finalement, pour la population rimousquoise, et même la région autour, il y a peu de gens qui savent exactement à quoi sert cette université, pourquoi est-ce Mm. il y a des gens ici qui cherchent. Et alors que comme tu dis, c'est des fonds publics, il y a une partie de nos salaires qui vient de leurs impôts. Et c'est pas normal ça serait pas normal que ça reste opaque. Et Bien sûr. même s'il y a de plus en plus d'initiatives en vulgarisation scientifique au niveau même de l'université, le fait que certaines personnes justement euh, se chargent de faire de la vulgarisation scientifique, comme au Canada, il y a des émissions Les Années-Lumière, il y a La Foule à Poule, le podcast à l'UQAM, il me semble. Mhm. C'est des initiatives qui, selon moi, sont importantes justement parce qu'elles permettent de redonner un peu au grand public la connaissance que nous, on développe finalement à l'université. Bien sûr. Et pour terminer, j'aurais la question à te poser. Quel conseil tu donnerais un, à quelqu'un qui voudrait commencer un doctorat aujourd'hui? Quel conseil, peut-être pas quelle mise en garde tu pourrais lui donner, parce que c'est peut-être un peu péjoratif, parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs dans un doctorat, on va pas se le mentir. Oui. Quel conseil tu donnerais à cette personne-là pour justement, si elle décidait un jour de faire un doctorat? Alors, je pense que le conseil serait un peu doux. Le premier, c'est, euh, comme on disait, on est des apprentis chercheurs au doctorat, chercheurs juniors, ou comme on voudra l'appeler, on est des étudiants. Et donc, quelque chose qui est très important, c'est ton équipe d'encadrement derrière. Donc, le choix du laboratoire et surtout de la directrice, du directeur de ton doctorat euh, est selon moi fondamental parce que c'est vraiment ce qui peut déterminer si tu vas passer un très très mauvais quart d'heure, j'allais dire, mais 4 années, 1 heure imbuvable ou 4 années fun finalement, pas vraiment de la recherche dans de bonnes conditions. Donc ça, l'encadrement, pour moi, c'est le primordial. Ensuite, choisir forcément un encadrement qui correspond à un domaine de recherche qui t'intéresse, c'est aussi très important parce que tu vas passer 3, 4, 5 ans sur ce sujet, Ouais, si ce n'est plus des fois. si ce n'est plus. Donc ça, ce serait vraiment le premier conseil. C'est vraiment choisir l'encadrement, faire attention à l'encadrement dans un sujet qui te plaît. Et le deuxième, je dirais que c'est euh, se mettre dans ce cadre, comme je disais, qui est nécessaire, donc cadre de la recherche, mais en conservant la créativité, qui selon moi est très importante en recherche, que justement, il faut jouer avec les données, jouer avec ce que tu observes pour arriver à faire parler. Et pour ça, il faut avoir gardé un esprit créatif. Et même sur le terrain, il y a toujours des moyens où tu te dis, bah non, ça je ne peux pas le mesurer parce que ça marche pas, j'ai pas les matériels pour. Mais justement, si tu gardes la créativité, tu essayes de te dire, bah si, moi j'ai envie de le faire, comment je peux le faire et laisser toutes les idées venir. Par exemple, sur une photo que je t'ai envoyée, on voit que j'ai installé tous mes appareils dans une sorte de kayak parce qu'il Ouais, fallait que je mesure au milieu de la rivière. Bah ça, ça vient de ce genre d'idée. C'est, ok, je veux mesurer mon radon dans ma rivière un peu de manière continue un peu partout, mais mes appareils, ils vont pas dans l'eau, vraiment pas. Comment est-ce que je peux faire pour arriver à tout mettre, créer un setup qui va me permettre de faire ce que je veux faire?
Ouais, je vois ça. Parce qu'en plus, il y a une batterie de voiture et tout. Ouf. Oui, non, mais Ah c'était ouais. sécuritaire, hein. Ah ouais, On a fait c'était ça bien, sécuritaire. Mais oui, quand tu dis que mais c'est c'est une Palo, vraiment, oui, je peux imaginer. oui, mais du coup, c'est vraiment être créatif. Ok, je pars sur le terrain dans une semaine. euh, à qui il faut que je trouve un kayak ou un bateau. Bah, tiens, on peut demander à lui, on peut demander à lui qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre le tout ensemble, pour que ça tienne. C'est la créativité dans le choix du sujet, dans la mise en place du sujet sur le terrain, hein. C'est principalement de la créativité, je dirais même si tu as tous les protocoles, tu dois t'adapter à ton milieu, c'est ce qui est vraiment le fun. Et après, quand tu arrives derrière ton ordinateur, tu as tes données, bah là, qu'est-ce que tu en fais? Rester, j'aurais dit créativité 52 fois en moins de 10 minutes, mais rester créatif pour pouvoir faire parler ces données, arriver Hmm. à trouver quelque chose derrière. Et puis ça permet Et aussi arriver à justement bien de, ça permet aussi justement quand t'as des imprévus, de pouvoir être assez adaptatif justement. c'est ça, vraiment. Ok. Ben, Donc, ouais, c'est cette dualité entre le côté très carré qui est nécessaire à la recherche, mais qui doit vraiment pas tuer ce côté créatif qui hmm. est, je pense, là quand tu commences ton doctorat. Ok, ben, je pense que c'est des belles paroles de conclusion. Ben, je voudrais te remercier, Antoine, d'avoir été le premier invité sur cette chaîne à parler justement de science. On va très certainement, et ça c'est sans aucun doute, proposer des nouvelles interviews comme ça avec d'autres chercheurs qui soient aussi doctorants, qui soient plus en maîtrise, que ce soit des chercheurs. On va essayer de varier un petit peu, d'une part les interlocuteurs et d'autre part les sujets, et peut-être aussi d'avoir des petits débats ou des focus sur des parties de la recherche, notamment par exemple la publication ou la capture de données, ce genre de choses-là. Mais voulais vraiment te remercier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et puis j'espère pouvoir te revoir à un autre moment, et puis avec plaisir pour les prochains projets. Merci à toi et merci aussi pour l'initiative de la chaîne, justement, de On ces espère qu'elle va discussions avec moi. continuer. Super. Ben, je te dis à la prochaine et on se reparle après pour débriefer. Parfait. Merci à toi. Plaisir. Allez. Donc, tac, tac et tac. Bah voilà. Donc, nous étions avec Antoine. Merci aux questions qu'il y a eu dans le chat. Merci Romulus. Merci Misato32 d'être présente. C'était très agréable de vous avoir. On va faire un live qui était un peu plus court. Je pensais faire un petit peu de jeu après, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir parce qu'on a fait déjà 3 sessions cette semaine de stream et il faut qu'on soit en forme pour la semaine prochaine. On se retrouvera très certainement mercredi. Mercredi, nous allons nous retrouver pour un pro... Oh, ça a frisé. Non. Nous allons nous retrouver certainement pour un programme classique avec du Sea of Thieves. On essaiera aussi de refaire quelques runs sur Dead Cells. Comme moi, ça m'avait beaucoup plu de me faire pourrir par le chat. Ça me fera très plaisir de refaire ça encore avec vous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, c'est sûr, mercredi. Et on verra un autre moment pour voir si on fera une autre session. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment que c'est un concept sur lequel ça vous fera plaisir d'être présent pour les prochaines fois. Et bah, je vous dis bonne nuit pour ceux qui vont dormir et bonne soirée à ceux qui sont au Canada. Et on se voit très bientôt. C'était Goldrium. Ciao à tous. Dive into the ocean's hope at the fading of the day. Aquatic kaleidoscope, see the colors sweep and sway. Down in the deep, deep blue, rebuild my world anew. Waves keep on washing over me. Swim out, glide into the open. Cool
the fathoms and the foam. This ocean, it has no end, and I'm a long, long way from home. Down in the deep, deep blue, we build my worlds anew. Waves keep on washing over me. Swim out, dive into the open. Cool are the currents of the sea. Swim out, deep into the ocean. Waves keep on washing over me. Swim out, dive into the open. Cool are the currents of the sea. Swim out, deep into the ocean. The silence of the deep, what secrets does it keep? Whoa, the silence of the deep, what secrets does it keep? Waves keep on washing over me. Swim out, dive into the open. Cool are the currents of the sea. Swim out,